Ok, donc ça c'était juste passer le temps avant de démarrer les cours. Alors pour le module de virologie, ce que vous avez, ce sont le programme de CM qui couvre la virologie, la mycologie et la parasitologie, c'est-à-dire les différents domaines de la microbiologie que vous n'avez pas vraiment eu en L2, qui était principalement axé sur la bactériologie. Donc c'est moi qui fais les cours de virologie, c'est Madame Mouratou qui fait les cours en mycologie, et ça va être Madame Alvarez de l'UFR de Pharma qui viendra faire les cours de parasito. Les TD sont basés sur la présentation d'articles en binôme. Ça va compter comme 4 heures de distanciel, mais je sais que ça va vous prendre beaucoup plus que 4 heures pour lire les articles, préparer une présentation au sujet des articles, et il y a un résumé écrit à rédiger et à déposer sur Madoc, si jamais vous allez avoir accès à l'UE sur Madoc. Il y a aussi un exercice d'évaluation des résumés écrits des autres étudiants, parce que ce que l'on va faire, ça va être soumis sous le format d'un module d'une activité dit atelier sur Madoc, c'est-à-dire que chacun voit son résumé écrit, et 2 étudiants vont l'évaluer. Et donc, c'est une évaluation par les pairs. En TP, ce qu'on va faire, c'est une introduction des techniques en virologie avec le système baculovirus. Donc, vous allez pouvoir infecter des cellules avec un vrai virus et regarder ce que ça donne. Pour la parasitologie, mycologie, bon, il y a un petit peu d'identification sur les lames qui sont déjà préparées. Et pour les micromycètes, c'est vous qui allez faire les prélèvements et les colorations. Et on fait un peu d'analyse stat avec les résultats du groupe sur la première partie en virologie. En termes d'évaluation, l'examen compte pour la moitié de la note de l'UE, et il porte sur le contenu des CM. Pour la partie TD, l'évaluation, c'est sur votre présentation à l'oral, les questions que vous avez posées aux autres binômes, et le résumé écrit. Et tout ça, ça vaut un coef 0,2. Et le compte rendu de TP, coef de 0,3 pour les TD et 0,2 pour les TP. Donc, c'est comme ça que le module est organisé. Oui. Alors, pour les cours de virologie, ce qu'on va commencer aujourd'hui, on va commencer avec un peu de structure et classification de virus et les techniques de base en virologie. En général, j'arrive jamais à finir en un cours pour ça, donc ça va être déversé sur le deuxième cours, où ça va être et puis ensuite sur le CM2, 3 et 4 et 5, on va pas organiser des choses par type de virus ou par type d'infection ou des choses comme ça. Ça sera plutôt par étape de cycle de réplication virale. Et on va voir, et je vais utiliser presque toujours les mêmes exemples de virus pour les différentes étapes dans le cycle. Donc, si vous reprenez le contenu de CM2, 3 et 5 pour un virus donné, vous allez pouvoir reconstituer le cycle de réplication de ce virus. Et souvent, si vous regardez dans les annales des sujets d'examen, les sujets d'examen sont un petit peu comme ça, quoi. Donc,
on fait ça pour la partie au milieu de la série de cours, les mécanismes moléculaires derrière les différentes étapes du cycle de réplication virale. Et on termine avec deux cours, un sur les pathologies virales en infection animale, principalement humaine, et un dernier cours sur les virus des plantes, parce que les virus des plantes font des choses un petit peu différemment, parce qu'il faut s'adapter à la cellule hôte, qui est un peu différente chez les plantes que chez les animaux. Donc ça, c'est notre programme. Donc je vais démarrer avec d'abord la définition, un rappel sur ce que c'est qu'un virus et comment on va classifier les virus, la structure des particules virales et les techniques importantes en virologie. Et probablement, j'irai jusqu'aux techniques, et la génétique inverse, probablement, ça sera pour le prochain cours. Je déteste ça. OK. Ouais. Comment je peux faire? Oh. Ah, OK, il bouge. Excusez-moi. Ah. OK, donc, juste pour rappel, qu'est-ce qu'un virus? Et donc ça, on l'avait vu l'année dernière en cours de microbio. Juste un rappel que les virus sont très différents de tout type de cellules, par la taille de la particule infectieuse, plus petite que les cellules la plupart du temps. Les virus sont tous des parasites intracellulaires obligatoires. Pourquoi? Parce que les virus ne possèdent pas l'équipement, la machinerie enzymatique nécessaire pour générer de l'énergie métabolique ou pour synthétiser des protéines. Le cycle de réplication virale, c'est un peu comme un objet qui va se dissocier et puis qui va se recréer à partir de ses parties constituantes au sein de la cellule infectée. Donc c'est ça que ça veut dire absence de division binaire. On n'a pas une particule virale qui va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et puis se scinder en deux. Et ça, c'est quelque chose qui est une différence fondamentale entre tout virus et toute forme de vie cellulaire. Une autre chose que André Lvov avait remarqué, c'est que au sein d'une particule virale, on n'a qu'un seul acide nucléique, les ARN, l'ARN ou l'ADN, mais pas les deux. Et aussi l'absence d'ARN ribosomal, une différence fondamentale entre les virus et les cellules. Donc, tout virus est dépendant de la cellule hôte pour fabriquer ses protéines. Et ça, c'est une fois qu'on a compris ça, on comprend ce que les virus essayent de faire ou doivent faire pour se répliquer. Parce qu'à un moment donné, n'importe quel virus doit générer des ARN qui peuvent être traduits par les ribosomes de la cellule hôte. Alors, le monde viral a ses extrêmes. Donc, les virus les plus petits sont peut-être illustrés ici par le cercovirus PCV2. La particule virale est tout petite, forme sphérique avec un diamètre de seulement 17 nanomètres. Et à l'intérieur de cette particule-là, on va avoir un ADN simplement circulaire avec seulement 1768 nucléotides d'ADN. Et sur cet ADN, on peut distinguer deux cadres ouverts de lecture, donc seulement deux gènes dans le génome de ce virus. Et un de ces gènes code pour la protéine de capside. Donc cette particule-là est composée de multiples copies, pour 60 copies, d'une seule protéine. Donc on a un gène qui code pour la protéine de capside et le deuxième gène qui code pour une protéine qui va favoriser la réplication de l'ADN viral. Ce n'est pas une ADN polymérase parce que le
génome est trop petit pour coder pour une polymérase ADN. Donc ce deuxième gène va être quelque chose qui ciblera la machinerie de réplication de l'ADN cellulaire sur l'ADN viral. Et donc ça, c'est vraiment le strict minimum pour un génome viral. Deux gènes, un pour une protéine des capsides et le deuxième pour quelque chose qui va favoriser la réplication du virus. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum. Et à l'autre extrême, on a les virus géants comme le Pandoravirus, et illustré ici à peu près à l'échelle, parce que ça, ma barre ici représente 200 nanomètres. Et ces particules-là sont visibles en microscopie optique, qui est généralement pas le cas pour les virus. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, cette particule-là renferme un génome en ADN double brun avec une taille de plus de 2 millions de paires de bases, 2,5 mégabases de longueur, codant pour à peu près 2500 gènes. Et la particule virale incorpore une centaine de protéines différentes. Donc on a une structure vraiment très très complexe. Donc ça, ce sont les deux extrêmes du monde viral, avec la plupart des virus qui ont une particule entre 50 et 200 nanomètres de diamètre, avec des génomes à peu près 10 kilobases de longueur, 10 à 50, quelque chose comme ça, ou 5 à 50, si on se donne une gamme d'un ordre de grandeur. Alors, une chose qu'il faut reconnaître ou ne pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la complexité du virus et la complexité de l'organisme que le virus infecte. Parce que le PCV2, c'est le circovirus porcin 2, il infecte les cochons et il est capable de provoquer une maladie qui est un vrai problème dans les élevages. Donc, un virus qui est tout simple peut infecter un hôte très complexe. Et à l'envers, les virus géants infectent plutôt les amibes, les eucaryotes unicellulaires. Donc, un virus très très complexe qui infecte un hôte très très simple. OK. Pour la classification des virus, ça c'est quelque chose qui a été pas mal revisé ces 5 dernières années avec le Comité international sur la taxonomie des virus qui a fait un énorme effort pour faire correspondre la classification virale à un schéma linéen un peu classique, en imposant, en essayant de regrouper les différentes espèces de virus dans les genres, différents genres dans des familles dans les ordres, classes, phylums, etc. Et cet effort-là a été fait sur la base des séquences d'acides nucléiques des génomes viraux. Parce qu'avec le développement de nouvelles techniques en séquençage, il est devenu vraiment pas très très cher de séquencer des échantillons environnementaux en masse et d'isoler des séquences de tout un tas de virus nouveaux qui n'ont jamais été cultivés, qui n'ont jamais été isolés en termes de particules, n'ont jamais été étudiés en termes de voilà, qu'est-ce que notre virus est capable d'infecter. Mais néanmoins, on obtient les séquences génomiques. Et donc, on a une masse de données de séquences génomiques de tout un tas de virus. Et la question qui était posée, c'était, alors, on a ces séquences-là, comment on va l'identifier? Et donc, les experts dans l'ICTV ont essayé de poser un nombre de règles pour dire, OK, si j'ai un génome qui contient une protéine de capside qui a tel ou tel élément de structure, alors probablement c'est tel ou tel genre de virus.
Et si j'ai un virus qui a un génome circulaire, qui possède des gènes codant pour tel ou tel type de protéines, bon, bah, ça, c'est probablement fait partie de l'ordre tel truc. Donc, la classification actuelle est basée sur ça. Et les regroupements plutôt en haut de la classification, c'est quelque chose de relativement nouveau pour les virologues. Je dirais qu'il y a jusqu'à 5 ou 6 ans, pour quelque chose comme le virus des syncytes respiratoires, Human Respiratory Syncytial Virus, la plupart des gens comprenaient que, OK, ça c'est un virus qui fait partie du genre de pneumovirus, qui fait partie de la famille de Paramyxoviridae, qui fait partie de la classe de l'ordre de mononégaviral. Et la classification s'arrêtait là. D'accord? Les trucs comme le Mongiviricet et les Negarnaviricuta, ça c'est nouveau ça. Et je pense que si vous allez au CHU de Nantes, vous allez demander aux virologues hospitaliers, alors quel est le phylum du virus syncytial respiratoire? Je ne suis pas sûr qu'elle saurait répondre. Mononégaviral, ok, mais ces trucs-là, c'est nouveau pour nous, ça. Les Mongiviricet et les Negarnaviricuta. Mais tout le monde s'adapte un petit peu à ça. Alors, pour se retrouver dans les niveaux hiérarchiques de la classification, on utilise un peu les mêmes suffixes pour les différents niveaux. Donc, le royaume, ça va être quelque chose qui finit en virae. Le realm, qui est encore plus grand que le kingdom, c'est viria. Les phylums, ça finit en viricuta, etc. Ordre, viral, famille Viridae, et le genre, c'est quelque chose virus, mais en un seul mot. L'espèce, c'est quelque chose virus, mais avec des mots séparés. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce que si vous voyez quelque chose comme Ebola virus, écrit en un seul mot, ça, c'est le genre Ebola virus. Si vous avez quelque chose qui est écrit virus Ebola Zaïre, ça, c'est 3 mots séparés, ça, c'est une espèce. Donc, je dirais que ça, c'est important. Viridae, famille, virale, ordre, ça, c'est important. Les autres trucs, important quand même, mais un peu moins. Donc, ça, c'est la classification basée sur les motifs de séquence dans différentes protéines virales. Alors, ce qui est, moi, je trouve intéressant, c'est que l'emboîtement des niveaux hiérarchiques n'est pas possible pour tous les virus. Donc, il y a des virus où les familles ou les ordres de virus qu'on n'arrive pas à mettre regrouper dans une classe supérieure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 24 familles et 3 genres qui ne sont pas classés dans une catégorie supérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une classification phylogénétique veut dire que tous les taxons qui sont dans le même clade, dans le même groupe monophylétique, partagent un ancêtre commun. Et si vous avez des groupes de virus que l'on ne peut pas regrouper dans une catégorie supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas partagé un ancêtre commun. Et la conséquence de cette logique, c'est qu'il n'y a pas d'ancêtre commun universel de tous les virus sur la planète. Ça veut dire que contrairement aux cellules, on a eu plusieurs origines indépendantes de différents groupes de virus. Donc ça, c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, ça, c'est la classification phylogénétique de l'ICTV. Et un petit peu à côté de ça ou en parallèle, il y a quelque chose qui est très utilisé, qu'on appelle la classification de Baltimore, qui a été proposée par David Baltimore à la fin des années 1960. Et ce qu'il a proposé, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait comme classification? On avait une classification des virus un petit peu par leur morphologie en microscopie électronique. Et Baltimore, ce qu'il a proposé, c'est de dire non, mais on ne devrait pas faire comme ça.
on devrait classer les virus selon leur matériel génétique. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre comment les virus se répliquent et comment ils font pour effectuer leur cycle de réplication. Donc Baltimore, il a dit, OK, on devrait d'abord séparer les virus avec un génome en ADN des virus avec un génome en ARN. Et ensuite, ce qu'il a proposé, c'était de numéroter les différentes classes selon le type de matériel génétique. Donc il a dit, voilà, moi on a la classe 1, ça va être les virus avec un génome en ADN double brin. La classe 2, ça va être les virus avec un génome en ADN simple brin. Ensuite, pour les virus ARN, il a fait un peu la même chose. La classe 3, ça va être les virus avec un génome en ARN double brin. Mais pour les virus en ARN simple brin, il a distingué deux cas différents. Soit le génome en ARN simple brin code directement pour des protéines, c'est-à-dire que le génome viral est un brin sens plus. Dans ce cas-là, il dit, voilà, ça c'est ma classe 5. Ou alors, l'ARN viral est brin moins, c'est-à-dire qu'il ne code pas directement pour des protéines. Et dans ce cas-là, ça c'est ma classe 5. Ça c'est important parce que, en fait, comme on va voir, c'est lié à une différence fondamentale dans un petit peu le cycle de réplication de tous les virus de classe 4 et tous les virus de classe 5. Parce que les virus de classe 4, lorsqu'ils rentrent, ils font pénétrer leur génome dans la cellule infectée. Si le virus fait rentrer juste l'ARN brin plus, bah c'est tout ce qu'il a besoin de faire. Parce que cet ARN peut être directement traduite en protéines et puis le cycle de réplication démarre comme ça. Pour un virus à ARN brin moins, ce n'est pas possible. Parce que pour faire un ARN messager, cet ARN brin moins génomique doit être transcrit ou en ARN brin plus. Or, dans le cytoplasme d'une cellule, il n'y a pas de polymérase ARN dépendant de l'ARN. Donc le virus, il doit porter sa propre polymérase ARN dans la particule pour effectuer ce premier tour de transcription. Donc en fait, le type de matériel génétique va imposer comment le virus va se répliquer dans la cellule infectée. Alors, initialement, David Baltimore pensait qu'il avait tout décrit là, avec les 5 classes de types de matériel génétique, jusqu'à heureusement ou malheureusement, la découverte des rétrovirus. Donc, les rétrovirus sont les virus avec un génome en ARN dans la particule virale, mais qui se répliquent via un intermédiaire en ADN dans la cellule infectée. Et donc ça, c'était vraiment une grande surprise. Et l'inverse existe également. Le virus de l'hépatite B, par exemple, c'est un virus qui a de l'ADN dans la particule virale, mais qui se réplique via un intermédiaire en ARN dans la cellule infectée. Et ces deux types de virus, les virus des classes 6 et 7 de Baltimore, sont souvent regroupés ensemble parce qu'ils doivent coder pour une transcriptase inverse dans leur génome. C'est-à-dire, à un moment donné, dans leur cycle de réplication, l'ARN sera transcrit en ADN. Donc, des fois, on les regroupe ensemble, les virus de type 6 et 7, comme les virus à rétrotranscription. Donc, la découverte de ces virus, c'était vraiment un bouleversement en biologie moléculaire parce que c'était la première fois que ce qu'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire a été rompu. Et le dogme central de la biologie moléculaire, énoncé par Francis Crick, c'était que le flux d'informations dans des organismes va de l'ADN, et l'information sera d'abord recopiée en ARN et ensuite recopiée en protéines. Donc on a un flux d'informations qui est unidirectionnel, ADN à l'ARN à la protéine. Et ici, chez les virus à rétrotranscription, on avait l'information qui était codée dans l'ARN
qui passaient en ADN. Donc on avait le flux d'informations dans les deux sens. Donc ça, c'est une découverte vraiment surprenante qui a valu le prix Nobel. Prix Nobel pour qui? Découverte des rétrovirus, c'est le 1973 ou quelque chose comme ça. Si vous deviez lancer une idée comme ça, juste comme ça, quel est le seul nom qui est sur la diapositive? Baltimore, David Baltimore, c'est lui qui a découvert les virus, les rétrovirus. Baltimore et Thémine. Donc c'est une découverte vraiment intéressante qui a valu le prix Nobel. Alors, une chose qu'il faut garder en tête ici, c'est que la classification de Baltimore n'est pas une classification phylogénétique, c'est-à-dire que c'est pas parce que deux virus sont dans la même catégorie de Baltimore qu'ils partagent un ancêtre commun. C'est-à-dire que, par exemple, les Gemini viridae et les Polyoma viridae sont dans deux... Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous avez deux virus dans des classes de Baltimore qui sont différentes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont totalement différents. Donc, par exemple, ici, les Gemini viridae, qui sont des virus à ARN simple brun, classe 2 de Baltimore, et les Polyomaviridae ADN double brun, classe 1 de Baltimore, en fait, ils font partie des Shotoku virae, donc d'un même royaume. C'est ça, les virae. On regarde ça. Oui, le même kingdom des virus à ADN. Ok, donc pas une classification phylogénétique, mais néanmoins c'est quelque chose de très utile. Et la classification de Baltimore est quand même utilisée par pas mal de virologues et certains sites avec des ressources en virologie comme le ViralZone que je recommande très fortement, géré par mon bon pote Philippe Lemercier en Suisse. Donc, vous voyez ici qu'il utilise la classification de Baltimore pour ces différents virus, les différents virus, et il met les classes 6 et 7 ensemble avec les virus à rétrotranscription. Donc, le ViralZone, je recommande chaque fois que vous avez un schéma à faire sur une particule virale, il faut le prendre ici, parce qu'ils sont super bien faits et très exacts. OK. En parlant de schéma, on va maintenant passer à la structure des particules virales. Alors, on peut visualiser des particules virales par des techniques avancées, certainement pas en microscopie optique. Donc, on peut visualiser des particules virales en microscopie électronique à coloration négative. Donc, c'était la première technique mise au point dans les années 1940. C'était la première technique qui permettait de visualiser les particules virales. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut, pour certaines particules virales, des virus non enveloppés avec une capside nue, on peut, dans certains cas, obtenir la structure de la particule complète par cristallographie à rayon X. Sinon, si on ne peut pas obtenir la structure de la particule complète, on peut souvent obtenir la structure des protéines virales. C'est ce qu'on voit ici, l'hémagglutinine de virus de la grippe. Pour les virus enveloppés, la plupart du temps, pour obtenir une image en 3 dimensions de la particule virale, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la cryomicroscopie électronique. Et c'est ça qui permet d'avoir une visualisation des particules enveloppées en 3 dimensions. Et ça, c'est quelque chose où la France est vraiment sous-dotée en équipement. Les grosses publications en virologie, cryomicroscopie électronique, ce n'est pas fait en France. On a quelque chose comme 2 sites équipés. Donc on est loin derrière l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays.
Alors, donc on a le moyen de visualiser les particules virales. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, ben, on voit que la première distinction, c'est entre les virus non enveloppés ou nus, qui sont composés d'un génome en acide nucléique à l'intérieur, entouré d'une capside protéique. Et à côté de ça, on peut distinguer les virus enveloppés, qui ont quelque chose à l'intérieur qu'on appelle la nucléocapside. Et cette nucléocapside va être entourée d'une bicouche lipidique dérivée d'une membrane cellulaire. Alors, chez les virus nus, on a deux types d'architecture ou deux formes. Les virus en forme de bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale et les virus à forme sphérique composés de protéines organisées avec une symétrie icosaédrique. Et chez les bactériophages, on voit un peu ces deux éléments de structure qui sont collés l'un à l'autre. Une tête icosaédrique et une queue filamenteuse avec une symétrie hélicoïdale. Alors, chez les virus enveloppés, on a les virus enveloppés de structure simple, et ça veut dire que la nucléocapside à l'intérieur a une organisation soit en bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale. Ici, c'est le virus des stomatites vésiculaires, un rhabdovirus. On voit qu'on a une nucléocapside à l'intérieur qui est en forme de bâtonnet. Donc on a quelque chose comme ça qui est entouré d'une enveloppe lipidique. Et on a également les virus enveloppés qui renferment une capside icosaédrique. Donc ça, c'est une herpesvirus avec, on voit ici la capside icosaédrique entourée de l'enveloppe virale. Et à côté de ça, on a des virus enveloppés dits complexes qui ont une structure à l'intérieur qui ne correspond pas vraiment à un de ces deux cas de figure simples. Donc par exemple, les virus de la vaccine ou le pandoravirus, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des virus enveloppés avec une structure complexe. Alors, une chose qui est d'intérêt historique, c'était que cette classification de particules virales et de leur structure vient de ce qu'on voyait en microscopie électronique. Et c'était la technique qui était utilisée avant le séquençage de l'ADN pour classer ou différents virus. Et donc, certains virus ont ou certaines familles de virus ont des formes vraiment très caractéristiques en microscopie électronique. Donc, les Arenaviridae ont un aspect granuleuse à l'intérieur de la particule virale. Les Coronaviridae ont toute la glycoprotéine de spike à l'extérieur qui forme une sorte de couronne autour de la particule. Et les Caliciviridae ont quelque chose qui ressemble à une sorte de coupe ou une calice à leur surface. Donc les noms des différentes familles ou certaines familles de virus viennent de leur morphologie observée en microscopie électronique. Alors, quelles sont les fonctions de base de ces différentes parties des particules virales? Donc j'aime bien les virus parce qu'en fait, leur structure est simple, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Okay, ce n'est pas comme l'anatomie humaine ou même les plantes ou même des bactéries. Les particules virales sont vraiment très très simples. Et, chez les virus non enveloppés, on va avoir plusieurs protéines de capsides éventuellement. Chez les virus enveloppés, on va avoir une nucléocapside à l'intérieur, une enveloppe à l'extérieur, avec forcément une ou plusieurs glycoprotéines d'enveloppe dans cette enveloppe. Et souvent, entre les deux couches, entre la nucléocapside et l'enveloppe, on va avoir d'autres protéines virales, qu'on va appeler soit les protéines de matrice ou les protéines de tégument. Alors, quelles sont les fonctions de ces différentes protéines? Pour les protéines de capside ou nucléocapside, la fonction primordiale, c'est de protéger le génome viral.
Donc pour n'importe quel virus, il doit à un certain moment quitter la cellule infectée et aller infecter une autre cellule. Si le virus relâchait juste de l'ADN ou de l'ARN nu, ben, il ne resterait pas intact très longtemps. Donc la fonction primordiale de la capside, c'est de protéger l'acide nucléique viral des attaques enzymatiques ou chimiques. Chez les virus nus, les protéines de capside sont également indispensables pour l'attachement et l'entrée du virus dans les cellules à infecter. Donc, ce sont les protéines de capside qui font ça. Alors, chez les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe qui effectuent cette fonction d'attachement et d'entrée. Ben, pourquoi? Parce que dans une virus enveloppée, les protéines de capside ne sont pas accessibles à l'extérieur de la particule virale. Donc, ces protéines de nucléocapside ici ne peuvent pas se fixer sur un récepteur cellulaire parce que la nucléocapside, c'est à l'intérieur de la particule virale chez un virus enveloppé. Donc, n'importe quel virus enveloppé doit coder pour au minimum une glycoprotéine d'enveloppe, sinon elle ne pourrait pas infecter une cellule. Et les protéines de matrice ou de tégument ont peut-être deux fonctions différentes. Soit, par exemple, ici, là, chez les Rhabdoviridae, les protéines de matrice ont une fonction vraiment structurale pour coller ensemble l'enveloppe à la nucléocapside. Et ils sont aussi importants dans la libération, le bourgeonnement de la particule virale. Tandis que pour les herpesvirus, les protéines de tégument, leur fonction, c'est de commencer à manipuler la cellule infectée dès l'entrée du virus. Pourquoi? Parce que si on imagine, on a notre herpesvirus comme ça, là, avec les protéines de tégument comme ça. À un moment donné, lorsque le virus va s'attacher à la cellule infectée, qui va infecter, ce qui va se passer, c'est que l'enveloppe de la particule virale et la membrane plasmique de la cellule vont fusionner. Et puis tout le contenu à l'intérieur de notre virus va rentrer dans la cellule, y compris ces protéines du tégument. Donc on aura la protéine du tégument et la nucléocapside virale avec son ADN là. Et du coup, ces protéines de tégument peuvent commencer tout de suite à interagir avec des protéines cellulaires et détourner la cellule pour favoriser la réplication virale. D'accord? Donc ça, c'est une autre fonction de ces protéines virales qui sont entre l'enveloppe et le nucléocapside. Okay, donc ça, c'est les fonctions de base des éléments de structure basique d'une particule virale. Alors, comment on construit les particules virales? Ben, pour les nucléocapsides à structure hélicoïdale, c'est vraiment très très simple. L'idée de base, c'est que on a un génome en ADN ou en ARN. L'ADN et l'ARN, ce sont les polymères linéaires. Et si on veut protéger cette molécule, ce que l'on peut faire, c'est on va considérer qu'on va enrouler une spirale de protéines autour de notre molécule d'ADN ou d'ARN. Et dans ce cas-là, on va complètement entourer notre génome en ADN ou en ARN. Et du coup, l'ARN ou l'ADN viral sera protégé. Et c'est le cas pour le virus du mosaïque du tabac, grand modèle en virologie. La particule virale est composée de la molécule d'ARN génomique et quelques milliers de copies d'une seule protéine de capside. Donc cette protéine de capside spontanément va former des anneaux. Et lorsque cet anneau interagit avec l'ARN viral, c'est un anneau composé de deux couches de protéines. Une de ces deux couches sera décalée et ça va libérer une face libre pour l'ajout
de nouvelles copies de la protéine de capside. Et du coup, ça va faire une sorte de escalier en colimaçon avec les protéines qui se rajoutent comme une marche à chaque fois. Et donc, du coup, les protéines de capside vont se rajouter jusqu'à ce que tout l'ARN est recouvert. Donc, ça donne des particules virales en forme de bâtonnet, comme ça. Et ces particules avec une forme hélicoïdale non enveloppée sont très fréquents chez les virus des plantes. On a beaucoup de virus des plantes qui ressemblent un petit peu à ça, avec des génomes en ARN d'ailleurs. Alors, chez les virus animaux, on a les virus avec des nucléocapsides hélicoïdales, mais ces virus sont toujours des virus enveloppés. Okay, chez les animaux, il n'y a pas de virus nu avec une capside hélicoïdale. Alors, ça, c'est une façon très, très simple de protéger l'acide nucléique des attaques chimiques ou enzymatiques. Mais il y a un problème. Et le problème, c'est que si on veut avoir un génome plus complexe, notre génome va devenir de plus en plus long. Et si on fait une capside à structure hélicoïdale comme ça, à un moment donné, va devenir instable, surtout pour les virus à capside hélicoïdale nue. C'est-à-dire, si vous regardez cet objet-là, il a quelque chose comme 8 nanomètres de diamètre et peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de nanomètres de longueur. Et si on a un génome de plus en plus long, mais cette particule-là, physiquement, va devenir instable. Et ça impose une limite sur la taille des génomes qui peuvent être encapsidés. Alors, une solution, c'est de former des filaments qui sont flexibles. C'est ce qu'on voit ici chez, je pense que ça c'est le virus de la rougeole. On a une nucléocapside qui a un filament flexible. Donc, on peut retourner le filament et l'empacter dans une particule. Et ça, c'est aussi la logique derrière les capsides de structure avec une symétrie icosahédrique. Cette fois-ci, l'idée, c'est que on ne va pas considérer la molécule d'ADN ou d'ARN comme un filament linéaire en 2 dimensions. On va se dire, on peut le replier en 3 dimensions, notre molécule d'ADN ou d'ARN. Et du coup, on peut faire notre ADN comme une sorte de pelote de laine. Et là, on va l'entourer de quelque chose de sphérique. Et en 3 dimensions, je vais pouvoir encapsider une molécule relativement grande, mais dans un espace relativement petit. Et donc ça, c'est un peu la logique des capsides icosahédriques, c'est-à-dire que les protéines de capsides vont créer un volume vide pour emballer l'acide nucléique. Et ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc les protéines de capsides forment une sorte de ballon creux. Et on met l'ADN ou l'ARN viral à l'intérieur ici. Alors, la façon la plus simple de le faire, c'est d'avoir 60 copies d'une seule protéine de capside avec chaque 60 copies d'une seule protéine. Mais si on fait ça, on a une sorte de limite de taille. On ne peut pas vraiment faire des particules plus grandes que 20 ou 30 nanomètres de diamètre avec cette architecture. Donc si on veut avoir des particules virales plus grandes pour emballer un génome plus grand et plus complexe, on va devoir avoir une architecture un petit peu plus compliquée. Alors, ouais, c'est le moment pour moi de m'arrêter et j'espère que malgré le fait que toute la page Madoc soit invisible, j'espère que les liens vont fonctionner ici. Donc si vous essayez de cliquer sur ça. Est-ce qu'il marche le lien? Oui?
Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, réponse numéro 4, certaines particules virales sont plus grandes que certaines bactéries. C'est vrai, ok, ça, vous avez bien vu ça, les virus géants sont plus grands que des plus petites bactéries. On peut éliminer les particules virales par filtration à 0,2 microns, ça c'est faux, donc vous avez la bonne réponse encore là, ça c'est bien. Donc éliminer, ça veut dire que les particules virales devraient être retenues sur le filtre. Pour la grande majorité, c'est faux ça. Et d'ailleurs, c'est une bonne méthode pour commencer à purifier des virus. C'est de commencer par l'étape de filtration. Alors, on peut déterminer la structure d'une particule virale enveloppée par cristallogramme X. C'est faux. Les virus enveloppés, normalement, il faut utiliser la cryomicroscopie électronique. Virus nu, on peut espérer obtenir la structure d'une particule entière. Alors, numéro 3, les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Ça, il n'a pas du tout été évoqué dans le cours, mais vous pouvez raisonner et trouver la bonne réponse par vos connaissances de base en biochimie. Et la réponse, c'est que c'est vrai ça. Pourquoi c'est vrai? Alors, c'est... Oui, oui. Les virus nus? Oui, mais pourquoi les virus enveloppés sont moins résistants à ce moment-là? Exact, exact. C'est ça l'élément clé ici, là. Donc, les détergents solubilisent les lipides. Donc, si on traite un virus enveloppé avec des détergents, bah, tout l'enveloppe va se dissoudre. Et les glycoprotéines d'enveloppe qui sont nécessaires pour l'attachement et l'entrée du virus vont être séparées. Donc, on aura un nucléocapside qui restera là, qui ne sera pas détruit, mais en fait, il sera incapable d'infecter une cellule. Tandis que pour un virus nu, bon, en fait, on va le nettoyer la surface un petit peu, mais il restera toujours infectieux. Et ça, c'est très, très important parce qu'il détermine quels sont les traitements chimiques qu'il faut utiliser pour lutter contre tel ou tel virus. Pour le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe, ce sont les virus enveloppés. Donc, un simple lavage des mains au savon, ça suffit. Pareil pour les surfaces. Passer un petit peu de détergent, liquide vaisselle sur une surface, ça suffit pour inactiver les coronavirus ou le virus de la grippe. Les rotavirus qui provoquent des gastroentérites, ce sont des virus non enveloppés, virus nus, très très résistants. Un simple lavage au savon, ça ne suffit pas pour les inactiver. D'accord? Donc il faut un traitement chimique plus radical pour inactiver les virus nus. Donc ça c'est important si on veut contrôler la transmission de différents virus. Ok, donc on va revenir sur notre structure de capsides de symétrie icosaédrique. Et pourquoi on appelle ces capsides de forme sphérique des capsides de symétrie icosaédrique? Parce que un icosaèdre, c'est une forme géométrique formée de 20 faces triangulaires. Et donc, si on a une particule virale très très simple, formée de 60 copies d'une seule protéine de capside, on peut imaginer que chaque protéine de capside, 3 protéines vont former une face triangulaire et 20 faces, ça fait un icosèdre. À côté de ça, on peut aussi se dire, oui, mais c'est comme un dodécaèdre aussi, c'est-à-dire 12 faces pentamériques, parce que si j'ai 5 copies de ma protéine de capside qui forment une face, et j'ai 12 faces comme ça aussi, ça fait 60 copies de protéines qui forment quelque chose qui est à peu près sphérique. Et quelque part,
cette histoire de 12 faces pentagonales et 20 faces triangulaires se superposent en quelque sorte. Parce que si on trace une ligne entre le centre de chaque face pentamérique, ici d'un dodécaèdre, ce sont les lignes vertes là, ça nous donne un triangle. Alors, ça c'est un peu la structure des particules virales les plus simples, les particules virales de structure icosaédrique les plus simples. Alors, si on veut grandir notre particule virale pour mettre plus d'ADN ou d'ARN dedans, comment on peut faire? Ben, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'avoir 12 pentagones, 12 pentamères de protéines, on peut commencer à ajouter des hexagones. Oh. Ah, come back. Ah, il y aurait un truc. Voilà, c'est ça. Donc, si on garde nos 12 pentagones et j'en rajoute des hexagones ici, je vais avoir un ballon un peu plus grand. Si j'en rajoute encore plus d'hexagones, je vais avoir un ballon plus grand encore et encore plus grand. Et à chaque fois, j'ai toujours des pentagones, j'ai toujours 12 pentagones. Et si je trace une ligne qui part du centre de chaque pentagone, de chaque pentamère, ça va me donner une face triangulaire. Donc c'est pour ça que toutes ces particules, toutes ces formes-là, on dit qu'ils ont une symétrie icosèdrique. Parce qu'on peut, avec les pentagones et les hexagones ensemble, on peut toujours les résumer avec quelque chose qui fait 20 faces triangulaires. Donc ça, c'est quelque chose que l'on vous trouve en architecture et dans la nature. Donc c'est, par exemple, un ballon de foot, c'est ça. On a 12 pentagones et 20 hexagones, ça nous fait un ballon sphérique. La Buckminster fullerene, c'est exactement la même chose. Et chaque fois qu'on a un dôme géodésique comme ça, là, c'est au musée de la Villette à Paris, on a des sortes de petits panneaux de verre là, qui forment des hexagones, mais si on n'a que des hexagones, ça va me donner une face plane. Si je veux avoir une courbure dans ma surface qui va se fermer et donner quelque chose de sphérique, j'ai besoin d'avoir des pentamères dedans. Donc, si on regarde bien, on trouvera toujours un pentagone quelque part. D'ailleurs, je ne vois pas où il est là. Ah, mais il va être là quelque part. Il doit toujours en avoir. Et pareil ici, là, sur notre lion qui joue avec un ballon devant le site d'un des palais de la cité interdite à Beijing, on a cette structure-là, là, formée d'hexagones, et de temps en temps, on trouve un pentagone. Donc les Chinois, ils savaient ça il y a longtemps, qu'on devait avoir des pentagones, sinon on ne va pas pouvoir avoir une structure sphérique. Alors, donc, le concept général, c'est que plus on rajoute d'hexagones avec nos pentagones, plus notre particule virale va être grande. Okay? Et on résume ça avec ce qu'on appelle le numéro T. Donc, on va imaginer que notre particule virale est composée d'une sorte de grille de hexagones, et de temps en temps, on a des pentagones qui se mettent là-dedans. Donc, on a deux axes dans notre matrice ici, l'axe K qui monte comme ça et l'axe H qui part comme ça. Et selon le positionnement de nos pentagones, on va avoir un nombre de pas différents sur l'axe H. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pas ici, et 2 pas sur l'axe K. Alors, les gens qui font de la virologie structurale, la cristallo, ils aiment bien simplifier le nombre de chiffres que l'on a. Donc, au lieu d'avoir H et K pour telle ou telle particule virale, on va résumer ça par le numéro T, qui est donné par la formule suivante. Donc, T, c'est H au carré plus HK plus K au carré. Et donc, ici, on va avoir T égale 16 plus 8 plus 4, 28. Et le numéro T,
nous résume la disposition relative des hexamères et des pentamères qui forment une capside de symétrie icosahédrique. Alors, donc, je vais vous donner un exemple simple d'abord. Dans notre ballon de foot, ça c'est une structure T égale 3, parce que j'ai besoin de passer un pas sur cet axe-là et un pas sur l'autre axe. H égale 1, T égale 1. Donc j'ai 1 plus 1 plus 1. Non, H égale 1, K égale 1. Et donc mon numéro T, c'est 1 plus 1 plus 1. T égale 3. OK, donc je vais vous donner quelques exemples ici. Le temps commence à avancer, donc je vais être obligé de faire... Est-ce que vous voyez où sont les pentamères ici? Là, il y a un pentamère là, et il y a un autre pentamère ici. Et on va faire ça juste à main levée, si vous voulez, parce qu'on commence à être ric-rac pour le temps. Donc, moi, est-ce que vous avez compris l'idée, ce qu'on essaie de faire ici? Non. Attends. Vous voulez que je vous explique ça? Je réexplique celui-là et puis vous faites l'autre. Oui, ok. Donc, j'ai un pentamère ici. J'ai un pentamère là-haut. Je dois savoir, et de chaque pentamère, je peux partir soit comme ça, soit comme ça. Et pour aller de là à là, je dois voir combien de pas je dois faire sur un axe et sur l'autre axe. Sur cet axe, je dois faire 0 pas. Tandis que sur l'autre axe, je dois faire 1, 2, 3, 4 pas. Donc j'ai mon H égale 0, mon K égale 4. Donc mon numéro T, il va être égal à 16. Parce que j'ai 4 au carré plus 0 plus 0. Donc ça, c'est une capside T égale 16. Alors, celui-ci, les pentamères, c'est un peu plus difficile à voir. Donc je les note ici, là. Qu'est-ce que vous avez là? Réfléchissez bien, discutez avec le voisin si vous préférez, puis tout le monde décide un petit peu. C'est bon, tout le monde a une idée là? Alors, H égale combien? 1. K égale combien? 2. T égale 7. Oui, c'est ça. OK. Si vous n'avez pas vu, pour passer de là à là, je dois faire un pas comme ça et 2 pas sur l'autre axe. Donc c'est ça, c'est une structure T égale 7. Donc dans les descriptions des virus avec des capsides à symétrie icosahédrique, on a toujours cette numéro T qui vous explique comment les hexamères et les pentamères sont associés ensemble. Et globalement, ce que ça donne, c'est que plus notre numéro T est grande, plus le diamètre de la particule sera grande, et plus on pourra encapsider d'acide nucléique à l'intérieur, parce que la particule est plus grande. Donc on a une relation entre le numéro T, la taille de la particule, et la taille du génome. Sauf ici, là. Qu'est-ce qui se passe là? Avec les Picornaviridae, petites particules virales avec un génome 7 à 8 kilobases de longueur, tandis que les Hepadnaviridae, le virus de l'hépatite B, particules plus grandes, mais génome plus petit.
Qu'est-ce qui explique ça? La réponse est sur la diapositive, hein. Oui, exact. C'est pas en ADN tout le temps, mais effectivement, c'est la question simple brin et double brin. Donc le simple brin, il prend 2 fois moins de place que le double brin. Donc c'est pour ça. Donc si on tient en compte le différence simple brin et double brin, on a une très bonne relation entre numéro T, taille de la particule, et taille du génome. Donc plus notre numéro T est grande, plus on pourra en mettre un grand génome. Alors jusque-là, cette histoire de pentamère, hexamère, ce sont des notions un peu abstraites avec des pentagones qui vont s'associer avec des hexagones, mais en réalité, ce sont des protéines virales qui forment ces hexamères ou les pentamères. Et une chose que l'on remarque, c'est que les protéines de capsid virales ont des formes qui sont très caractéristiques, et notamment une structure secondaire ou une structure tertiaire de protéines que l'on retrouve dans beaucoup de familles virales, c'est le beta-barrel jelly roll, qui a été identifié d'abord sur le virus de la poliomyélite dans les années 1980. Et on a chacune des protéines de capsid, VP1, VP3 et VP2 et VP3, qui se replient selon le même plan, et ça donne une sorte de brique de forme de trapézoïde. Et ces protéines VP1, VP2 et VP3, 5 copies de VP1 forment une sorte de pentamère, et 3 copies de VP2 et 3 copies de VP3 forment un hexamère, et ce sont l'association de ces pentamères de VP1 et des hexamères de VP2 et VP3 qui forment la particule virale. Et ce type de beta-barrel jelly roll est retrouvé uniquement dans les capsides virales. Ça fait partie des gènes typiquement virales. Donc si on trouve une séquence avec une protéine qui a ce type de repliement, ben c'est sans doute une protéine de capside virale. Alors, on a 10 minutes pour essayer de aborder les techniques de production, détection et quantification de virus. Donc je vais essayer d'avancer aussi vite que je peux aller. Alors, les virus sont totalement dépendants d'une cellule hôte pour leur réplication. Donc on ne peut pas cultiver un virus en l'ensemençant dans un bouillon de culture comme ce qu'on fait pour une bactérie ou une moisissure. Donc pour faire pousser un virus, on a besoin de l'inoculer dans un système vivant. Et les premiers systèmes qui existaient étaient l'inoculation de virus dans des organismes entiers. Donc c'était le cas pour les travaux de Pasteur sur le virus de la rage. Il inoculait des cerveaux de lapins avec un extrait d'un autre animal infecté. C'était aussi le cas pour les premiers travaux sur les virus des plantes. On prenait une partie lésée d'une plante malade, on faisait un brouillard et on frottait ça sur les feuilles d'une autre plante qui devenait malade à son tour. Et depuis les années 1930, on a aussi développé des œufs embryonnés comme système permettant de faire amplifier ou répliquer des virus. Donc ces systèmes-là avaient et ont toujours un peu leur utilité. Donc les œufs embryonnés sont toujours utilisés pour produire certains vaccins, contre la fièvre jaune. C'est ce qui est noté ici, les Yellow Fever Virus.
Mais pour comprendre vraiment comment fonctionne la réplication virale, on avait besoin d'un système plus simple. Donc, d'abord, on avait mis au point la culture de bactériophages sur les cultures de bactéries. Mais pour cultiver des virus des animaux, il a fallu attendre la mise au point des systèmes de culture cellulaire et l'obtention des premières lignées cellulaires immortalisées, comme la lignée ELA. Et ça, c'était une grande avancée parce que c'est ça qui a permis, à partir des années 1940-1950, à pouvoir isoler plusieurs virus responsables de maladies humaines et aussi étudier, les purifier, étudier leur cycle de réplication. Donc, avant de pouvoir vraiment étudier les virus eucaryotes, il a fallu mettre au point la culture cellulaire. Alors, si on a un système où on peut amplifier le virus, ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Probablement, on veut purifier notre virus. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est prendre un broyat ou un extrait brut de notre œuf embryonné ou nos feuilles ou notre culture cellulaire infectée. La première chose que l'on va faire, c'est probablement filtrer cet extrait pour enlever les débris cellulaires, éventuellement les bactéries contaminantes. Et ensuite, on va vouloir purifier notre particule virale. Et la grande technique classique, c'est l'ultracentrifugation sur gradient de densité. Et ce que l'on va faire, c'est de prendre notre extrait qui contient un mélange de protéines solubles et de particules virales, et on va le déposer sur un gradient de sucrose ou de chlorure de césium ou de iodixanol. Donc, ce sont différentes substances. Lorsqu'elles sont en solution, elles peuvent former un gradient de densité. Ça veut dire qu'à la base, c'est très dense. On va avoir quelque chose comme 1,5 grammes par millilitre en densité volumétrique. Et en centrifuge, dans une ultracentrifugeuse pendant plusieurs heures. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura les différentes composantes qui vont s'équilibrer là où telle ou telle composante a une densité égale à ce que l'on a dans notre gradient de sucrose, chlorure de césium ou iodixanol. Donc les protéines solubles vont rester tout en haut et les particules virales vont former un anneau quelque part dans le gradient, là où la densité de la particule virale est égale à la densité de la solution qui est autour. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. Donc ici, c'est un extrait de capsides de polyomavirus qui ont été marqués avec un marqueur fluorescent. Donc tout en haut, j'ai toutes les protéines fluorescentes dans l'extrait. Et ici, j'ai deux anneaux de particules virales. Et pourquoi j'ai deux anneaux? En fait, je pense qu'il y a des capsides vides et il y a des capsides avec de l'ADN à l'intérieur. Et lequel va être le capside vide et lequel va être le capside avec de l'ADN? Bon, je vais dessiner ça. J'ai un truc comme ça. Entre les deux anneaux, là, qui a de l'ADN dedans? Qui dit c'est celui-là? Qui dit c'est celui-là? Ah, c'est la majorité qui a raison. Ça va être les capsides vides. Pourquoi? Parce que si on a l'ADN à l'intérieur, j'ai plus de masse dans la particule, mais la particule a la même taille. Donc la densité est plus forte ici. D'accord? Ma densité est plus forte en bas et plus faible en haut. Donc ça va être les capsides vides. Ça, c'est les capsides avec de l'ADN. Donc, si on fait ça, on peut récupérer notre anneau et l'analyser. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas mis ça. Mais
Donc, on récupère ça, on peut regarder en gel STS-Page pour savoir combien j'ai de protéines différentes dans ma particule virale. Je peux le mettre en microscopie électronique pour regarder quelle tête a ma particule virale. Donc, je peux faire une analyse physico-chimique de ma particule virale. Et aussi, si j'ai une préparation pure de mon virus, après, je peux savoir, OK, combien j'ai de particules virales, combien j'ai de génomes, combien j'ai de particules virales infectieuses. Donc, avoir un système de production et de purification, vraiment la base de toute manip en virologie. Alors, je pense que là, je vais m'arrêter parce qu'il est 9h17 et je passe maintenant sur une autre partie. Donc, je vais m'arrêter là et mercredi, je vais essayer de terminer tout ça et rattraper un petit peu. Donc, entre-temps, ben, je vais résoudre ce problème sur Madoc. OK. N'hésitez pas à me contacter par mail s'il y a d'autres trucs que j'ai oublié de faire. OK. Bon, ben, je vous laisse et je vous souhaite un bon second semestre. Wow.